c'est un roman dans la mesure où ça raconte une histoire avec ça commence un matin et ça finit en soirée, hein, donc c'est organisé dans le temps comme un roman. Il y a un espace géographique défini, c'est comme dans un roman, il y a des personnages qui dialoguent, des personnages qui ont des points de vue comme ça, même un peu saugrenus ou flous sur le monde, donc c'est organisé comme un roman, voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle ça roman en vers. Mais je l'appelle roman en vers aussi parce que j'ai déjà publié un livre qui s'appelait Roman en vers, c'était Pipe Chaud. Et quand j'ai publié Pipe Chaud, j'avais lu peu de temps auparavant un livre de Raymond Queneau que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chien et Chien, et qui est une espèce d'autobiographie de Queneau, écrite en vers, et qui est le sous-titre Roman en vers. Comme c'est un texte que j'aime beaucoup, et j'aimais bien sa proposition formelle. En plus, j'aime bien le côté bouffon, comme ça, de la prosodie de Queneau. J'avais appelé ce livre pour cette raison-là. Et puis au-delà, bon, moi j'aime bien rappeler quand même que les premiers romans en langue française, enfin en langue romane justement, sont en vers. Donc c'est pas une invention de la modernité ou une fantaisie de la modernité comme ça que de fabriquer un roman versifié. J'ai écrit d'abord sans penser que cela donnerait un livre, enfin, je ne pense jamais que ça donnerait un livre au départ, mais j'ai écrit un assez long poème en liaison avec une visite que j'avais faite à Sandikov, la tour Martello, dans laquelle se situe le premier épisode d'Ulysse près de Dublin, qui était un poème un peu comme ça, sur la question du temps, mais avec la distance ironique qu'on ne peut pas ne pas prendre quand on aborde des questions comme ça aussi pesantes. Tu vois. Et la fabrication de ce texte-là m'a amené sur une espèce de piste formelle comme ça, toi, le vers impair, des quatrains finalement de facture très, très classique au moins d'apparence, qui m'a plu, qui m'a plu d'abord parce que ça se différenciait quasi radicalement de ce que je venais de publier, toi, Demain je meurs, Grand-mère Kékette, enfin, ces proses comme cela, emportées, abondantes, rythmée aussi, mais dans un rythme de rapidité, un rythme oralisable aussi. Tu vois. Et comme j'avais envie de faire tout autre chose pour ne pas m'ennuyer dans cette forme-là, bon, le fait qu'apparaisse en faisant ce poème comme ça, un peu incident, encore une fois dont je n'attendais rien de spécial, bon, ça a fait apparaître un souci formel qui me dégageait de la sensation de répétition et d'ennui donc que je commençais à avoir, en tout cas que j'aurais eu si j'avais essayé de refaire quelque chose de proche des proses qui sont parues dans les années précédentes. Et puis il y avait un cahier des charges aussi, c'est que j'en ai un petit peu assez de l'oralisation, des lectures publiques, etc. Donc je voulais faire quelque chose qui ne soit pas lisable, enfin lisable au sens qui ne soit pas oralisable, en choisissant vraiment des formules prosodiques atones, non mélodiques, impaires, assez complexes dans le jeu interne, qui rendent, en tout cas pour moi, bon, point de vue de l'extériorité c'est autre chose, mais en tout cas pour moi, rendent impossible, en tout cas pas désirable, le fait de passer à l'oral, le fait de la lecture publique par exemple. Comme ça, avec ça c'était possible. Voilà. Il y a tout le jeu entre le phrasé et la phrase, c'est-à-dire il y a tout le jeu entre... il y a tout le jeu sur le décalage entre ce qui est de l'ordre du phrasé, c'est-à-dire la prosodie, la construction de la prosodie, la métrique, et puis la phrase, avoir une syntaxe qui construit la narration, du récit, des personnages. Moi, je suis frappé, ça m'intéresse comme problème technique déjà, mais je suis frappé par la faiblesse de la plupart des poèmes qui se publient aujourd'hui. Et faiblesse dont l'une des conditions me semble être précisément que c'est jamais de la poésie, mais simplement de la prose découpée. C'est-à-dire que ce sont des textes dans lesquels la découpe prosodique correspond, sans problématique aucune, à la découpe syntaxique. C'est-à-dire on va à la ligne quand l'unité syntaxique est accomplie. Et donc ça donne du discours versifié, ça donne rien d'autre que ça. Alors qu'il me semble que le prestige de la poésie, ce que la poésie peut faire passer d'une expérience différente du rapport au monde, c'est précisément le décalage entre la construction grammaticale, c'est-à-dire celle qui produit du sens, et puis la construction prosodique, c'est celle qui bâtit un phrasé. Et l'un des indices majeurs de ce décalage, c'est l'enjambement.
C'est le fait que la syntaxe est finie, mais le vers continue, ou l'inverse. Le vers est fini, mais la syntaxe continue, ça enjambe et c'est projeté à l'extérieur. Alors, j'en rajoute un petit peu là-dessus en coupant au milieu des mots, en fabriquant des rimes qui sont bouffonnes, enfin, qui ont un projet comique aussi. Mais cette couture-là, ce passage-là, c'est pour moi une condition de vitalité interne, tu vois, vitalité interne du poème, enfin du texte poétique. Voilà. Et ça, oui, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Ouais. Ça peut donner cette sensation dans ce livre-là. Enfin, moi, je sais pas, j'espère que ça donne cette sensation, parce que l'espace du poème, il est concentré. Tout fonctionne dans la Dichtung, enfin, le mot allemand pour dire poésie, dans la condensation. Donc, les événements stylistiques, qui sont toujours des événements minuscules, hein, on ne produit jamais que des événements minuscules, hein, les événements minuscules se produisent dans un espace très étriqué, quoi, très minuscule, et qui est frontal, un peu comme une peinture est frontale par rapport à un roman. C'est-à-dire ça ne se feuillette pas dans la durée, dans le temps, mais on prend tout sur la tête en un seul coup. Et donc là, on prend, si on est un petit peu attentif dans la lecture, on prend dans l'espace d'un simple quatrain, 4 vers de généralement 11 syllabes, 12 syllabes, 11, 13 plutôt, on prend une relativement grande quantité de petits événements stylistiques. Il y a des alliances de mots étranges, parce qu'il y a des mots qui viennent du discours scientifique, puisque je fais un peu de climatologie quand même avec ça, qui viennent de la botanique, qui viennent de la zoologie, bon, qui sont des collages en fait, hein, qui ne se reposent sur aucun garant scientifique évidemment. Mais, et puis d'un autre côté, il y a tout un vocabulaire un peu métatechnique sur ce que la poésie est. Et puis aussi tout un truc tout simplement trivial d'expérience comme ça de la vie de plage, dans ce qu'elle a de plus banal. Ouais, le côté sandwich jambon beurre, le côté bronzage, le côté... j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup utilisé aussi le discours de la mode, enfin le vocabulaire des défilés de mode parodié, enfin pas parodié parce qu'il est simplement cité, mais du fait qu'il est cité dans un contexte qui n'est plus le sien, ça devient une parodie. Voilà. Donc il y a cette diversité des ressources du vocabulaire, des ressources lexicales. Puis il y a pas mal de choses aussi, semble-t-il, mais bon, si on lit ça d'un peu près, sur le glissement phonique d'une séquence à une autre, d'un mot à une autre, la possibilité de lire plusieurs pistes en même temps. Voilà, je voulais quelque chose qui soit actif de l'intérieur, qui fasse image, qui fasse sens, qui raconte quelque chose, mais qui raconte sa propre histoire à l'intérieur même de la strophe. Puis avec un côté un peu baroque, un peu orné, tu sais, le côté des petits anges et les plumes sur les tableaux baroques, un côté rose. Parce que la thématique, quand elle surgit, mais elle est impliquée par le site, quoi, la mer, la plage, les rebords, le temps, bon, ça fait revenir, avec une distance, j'espère, il faut, le petit personnel de la poésie historique, quoi, le petit personnel mythologique, le petit personnel climatologique, le petit personnel thématique, c'est-à-dire le temps, la mort, toutes ces choses à quoi la poésie n'échappe pas si elle se prend au sérieux. Et en même temps, si elle se prend pas trop au sérieux non plus, parce qu'il faut aussi pouvoir jouer avec ça et raconter des histoires de plage, d'enfance triviales, sur le même plan que un type de poésie qui pourrait avoir une ambition presque lucrétienne comme ça, de faire un grand poème climatologique, matériel. C'est ce que je te dis dans la dédicace, il n'y a pas eu ça depuis Mao Tse-tung. Des petits collages, quoi, des petits collages qui sont comme un album photo, voilà, et qui peuvent être un peu tragiques aussi, parce qu'il y a pas mal il y a des pierres tombales aussi, des souvenirs de morts, alors, et qui sont, tout ça essaie d'être verrouillé par le fait que ces pierres tombales sont des pierres tombales de mort par noyade, à la fois dans les souvenirs qui sont, moi, dans ma tête, de gens proches que j'ai vus mourir comme cela, dont j'ai entendu qu'ils sont morts comme ça, et aussi le souvenir de grandes figures qui, dans l'histoire de la littérature, nous rappellent des noyés, Kleist, sur le Wannsee ou Cravant dans le golfe du Mexique. Voilà, parce qu'il y a des réseaux qui se constituent comme ça par association.